à tous. Merci d'être si nombreux pour cet atelier conception. Donc, on vous accueille aujourd'hui, cet après-midi, avec Francis, pour parler conception de l'énergie à la décarbonation du bâtiment. Et on accueille aujourd'hui 5 intervenants qui sont là, devant vous, et que je vous présente ici. Nathalie Chang de Tribu Énergie, qui va démarrer cette présentation, parce qu'aujourd'hui, nos enjeux, ils sont multiples. Et tous ces différents acteurs vont vous parler de leurs conseils, des difficultés qu'ils rencontrent et des propositions qu'ils ont à nous faire. Et dans un second temps, une fois ces présentations faites, nous pourrons débattre, on aura un petit temps d'échange, de débat, de questions, avant qu'on présente une synthèse, que Francis rapporte cet atelier à... Ah pardon, nous rapporterons ensemble, ok, à 16h30 en salle plénière, parce que comme vous le savez, nous avons 4 ateliers en parallèle et chacun donc des binômes feront la synthèse devant tout le monde dans la salle où nous étions ce matin. Alors Nathalie, tu es donc présidente de Tribu Énergie, qui est un bureau d'études spécialisé en fluide, énergie, environnement, et tu es également conseil auprès du ministère. Dis-nous, quels sont tes conseils pour la maîtrise d'œuvre, les maîtres d'ouvrage par rapport à l'enjeu de la décarbonation du secteur du bâtiment? Alors d'abord, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a de nombreux dispositifs réglementaires, de multiples. On a même tendance un petit peu à s'y perdre entre la RE 2020, les RTX, le DPE, le décret éco-énergie tertiaire, le BAX, la loi pour les énergies renouvelables. On a parlé ce matin aussi de tout ce qui va être directive européenne qui arrive par-dessus. Et il y en a plein d'autres que je ne cite pas tellement on a des textes de toutes parts. Donc, mais l'avantage, c'est que tous ces textes, on a un objectif affirmé du gouvernement depuis déjà 8 ans, en tout cas celui qu'on a actuellement, qui est d'aller vers la décarbonation, avec un message qui est plutôt cohérent avec celui de l'Europe. Alors, beaucoup de textes, pas facile de s'y retrouver, mais une dynamique absolument formidable, qui vraiment actuellement fédère les acteurs dans cet objectif commun et des industriels. On le voit d'ailleurs à travers tous les stands là du Congrès et des propositions d'innovation multiples. Alors, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on fasse des ateliers séparés, en fait. Parce qu'on ne peut plus segmenter. Il faut absolument avoir une approche qui soit globale, qui soit cohérente pour aller vers ces objectifs de performance, parce que les effets collatéraux sont multiples. Et donc, pour la conception, on ne peut plus raisonner de manière restreinte sur le vieux thème des années 74, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Alors certes, c'est toujours, bien sûr, d'actualité, mais pas que. Et on a effectivement ces sujets d'effets collatéraux. Effets collatéraux, je donne l'exemple, aujourd'hui, la décarbonation des matériaux nous incite à aller vers des constructions à ossature bois. Super, ça permet d'avoir un super niveau, des besoins de chauffage extrêmement faibles, avec la possibilité de mettre beaucoup d'isolants, de traiter les ponts thermiques, donc de décarboner en termes de matériaux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais dans ce cas-là, le bâtiment, il n'a quasiment plus besoin de chauffage. Quelques petits convecteurs électriques suffiraient pour pouvoir le chauffer. Donc effectivement, quel est l'intérêt de le relier à une PAC pendant les quelques heures de fonctionnement par an? La question peut se poser. Les sujets d'inertie pour le confort d'été. Qu'est-ce qu'on fait dans des constructions qui ont très peu d'inertie? Est-ce qu'on met en système un refroidissement, rafraîchissement? Comment on anticipe les futures canicules? On en a parlé ce matin. Comment aussi on traite les sujets acoustiques? Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement... notre casquette bureau d'études énergie et environnement qu'on doit coupler avec celle de l'acousticien qui ne va pas être forcément d'accord, qu'on doit couplée avec celle du bureau d'études structure. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un programme clair de la maîtrise d'ouvrage sur ses objectifs et ses priorités et une équipe pluridisciplinaire, avec bien sûr l'architecte comme pilote de tout cela, qui doit orchestrer
pour pouvoir avoir des échanges et identifier les solutions qui vont être les plus opportunes. Parce que ce qu'il faut qu'on lutte, c'est les contre-références. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a des cahiers des charges de ZAC qui, en plus, nous mettent des objectifs complètement incohérents entre le biosourcé, le carbone, l'énergie. Et on se retrouve à avoir parfois des projets qui sont pas du tout cohérents, qui sont en fait un amalgame, un espèce de millefeuille de solutions qui ne fonctionnent pas super bien entre elles, qui ne vont pas être pérennes et effectivement qui risquent d'apporter des contre-références avec des questions notamment sur la conception. On ne peut plus aujourd'hui raisonner comme dans les années 80 en disant voilà, on fait des très grandes parois avec un minimum de parois vitrées avec un minimum de protection solaire, parce qu'aujourd'hui, la donne, elle a changé et la priorité, elle est sur le confort d'été. Donc effectivement, moi, mon conseil, c'est de favoriser une approche pragmatique dans un objectif de pérennité et d'aller vers de la garantie de résultats, ce qu'on a de plus en plus, notamment chez des maîtres d'ouvrage publics qui nous demandent de nous engager sur nos performances et ce qu'on va recommander. Merci Nathalie pour ce premier témoignage et retour d'expérience et de conseils. Tu en parlais, on a besoin aussi de notre pilote et souvent mandataire qui est l'architecte. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas souvent à la ICVF, donc on est content qu'il soit là. Bonjour Nicolas Lechter. Bonjour. Donc tu es associé chez ALU Architecte, mais aujourd'hui tu as ta casquette de l'UNSFA en tant que vice-président. Je vais prendre 30 secondes pour expliquer ce qu'est l'UNSFA. Très bien. Alors comment tu vois, comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble pour être plus performants ? Comment on peut travailler ? Alors l'UNSFA, en 2 mots, c'est l'union de l'ensemble des syndicats français. On a les plus vieux syndicats chez nous sont du 19e siècle, bien avant l'ordre. Et en fait, on représente la profession. Et c'est à ce titre-là que je suis très heureux d'avoir été invité. Et moi, je me suis posé la question comment je pouvais essayer d'apporter ma petite pierre à la question qui nous était posée. Et moi, j'amène finalement ce que nous, on porte au sein de l'agence depuis très longtemps, qui est un retour au bon sens dans la conception. C'est-à-dire que depuis le départ, nous, on a toujours travaillé à partir d'une approche bioclimatique finalement des bâtiments. Ça fait 25 ans. Alors on a racheté une autre boîte qui a 40 ans d'existence et qui était déjà dans cette approche aussi bioclimatique, dans lequel en fait l'objectif c'était vraiment d'utiliser les qualités intrinsèques d'un site de façon à en faire profiter le bâtiment, la conception, les usagers et permettre finalement d'aller gommer les défauts qu'on peut trouver dans certains endroits. L'autre axe du bon sens pour moi, c'est d'écouter les usages et les usagers qui doit être au cœur de la réflexion, de la conception de projet. Bien souvent, on a tendance à imaginer des choses et la réalité n'a rien à voir. Donc souvent, moi je me pose la question comme ça, partons du principe que tout le monde est flemmard. Comment réagissent les flemmards par rapport à une situation ? Et bien souvent, finalement, ils utilisent de manière biaisée ce qu'on avait imaginé. Voilà. L'autre sujet, c'est une confiance dans l'autonomie de conception. Moi, j'aimerais moins de normes. Moi, je ne suis pas le seul. Mais on a une avalanche de normes, c'est la politique française. La norme nous protège juridiquement, elle nous protège au niveau assurantiel, finalement. On a l'impression d'avoir bien fait des choses. Mais le résultat des courses, c'est que des fois, on est dans la norme et on pense qu'on a fait notre travail. Et en fait, ce n'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est d'aller bien au-delà de la norme et finalement avoir confiance dans notre autonomie de conception. Et souvent, généralement, quand on fait bien notre travail, on commence à percuter cette norme. On a des difficultés avec ces normes-là. Moi, elles me gênent, ces normes, mais c'est plutôt bon signe si elles me gênent. Mais je considère qu'il y en a beaucoup trop. Et puis, moi, je milite aussi pour une approche différente, plutôt macro-résidentielle, à l'échelle d'une communauté de communes, sur la réflexion carbone et énergie. On ne s'en sortira pas, notamment avec les histoires de patrimoine, avec les histoires les différentes typologies de bâtiments qu'on a à traiter. Il faut qu'il y ait une réflexion territoire par territoire pour donner un bilan carbone, un bilan énergétique qui laisse la possibilité à des opérateurs locaux de donner plus d'efforts à un endroit pour permettre d'en donner moins à d'autres endroits et donc permettre de préserver le patrimoine, par exemple. L'autre sujet, pour moi, c'est les relations humaines qui sont au cœur de la conception.
Il y a depuis des années, je pense que je suis plus si jeune que ça, mais une avalanche de compétences qui nous sont demandées, nous les architectes, dans les projets. Les premiers appels d'offres qu'on avait, on avait 3 bureaux d'études autour de la table. Des fois, j'ai 10 compétences, 12 compétences à gérer. Cette avalanche de compétences amène une énorme complexité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est des généralistes. Et qu'on a beau être des généralistes, on a beau être intéressé par vos métiers et par vos professions, lapsus révélateur, je vous laisse réfléchir à ça. On a beau être intéressé au plus haut point, parce que plus on comprend la manière dont vous fonctionnez, mieux on fonctionne ensemble. Mais la réalité, c'est qu'on n'a plus assez de temps pour arriver à comprendre chacune de vos professions qui elles-mêmes deviennent de plus en plus complexes avec de plus en plus de normes. Donc ça demande une chose extrêmement importante que moi j'ai envie de porter aujourd'hui, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que oui, on est des sachants, mais finalement d'une certaine limite, et vous devez amener cette pédagogie au cœur du dialogue du projet. Si chacun fait cet effort-là, on va s'en sentir beaucoup mieux en fait, dans la conception. Et du coup, je rebondis sur un truc que j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est le président de la ICVF, je vais y arriver. On est les meilleurs. Moi, je pense que l'IA est une chance pour des professions comme la vôtre, pour permettre d'automatiser des tâches, de se libérer du temps, pour mieux incarner vos métiers, pour mieux croire. Vous devez faire croire. En fait, une profession, c'est quoi? C'est des gens qui croient dans vos compétences et qui croient en vous. Donc, ce qui est important, c'est que vous arrivez à porter cette croyance et que vous fassiez cette démarche aussi pédagogique autour de la foi que les gens doivent avoir en vous. Et vous devez croire en vous, c'est très important. Donc, là, on est les meilleurs, moi, ça me plaisait beaucoup. Donc, finalement, qu'est-ce que les architectes attendent d'un ingénieur fluide, thermique, environnemental? Donc, un conseil éclairé, de la pédagogie. Et quand je dis un conseil éclairé, on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas, je vais rentrer chez moi, je vous fais une STD, je vous rappelle. Non, c'est un dialogue, c'est une confrontation d'idées, c'est des tests ensemble avec un crayon, avec une maquette. On ne s'en sortira pas. Quand on rentre dans le modèle calculatoire, en fait, on est déjà finalement dans la validation d'hypothèses. Et le temps, il doit être passé sur la confrontation d'hypothèses. Ça, c'est extrêmement important. Des tests en cours de conception, incomplets, rapides, des échanges, et l'écoute du besoin. Ça, c'est très important aussi dans le cadre d'une cellule de projet. Merci Nicolas de la présentation du besoin que tu as envers notre métier. Et pour compléter un peu cette approche justement de bureau d'études, je vais passer la parole à Pauline, qui est juste à côté, et qui va un peu nous expliquer justement l'évolution du métier et en quelle mesure c'est plus compliqué ou pas, cette approche de décarbonation. Donc Pauline, tu es ingénieure au cabinet 180 degrés ingénierie. Tu travailles donc sur des projets de conception bioclimatique, bas carbone et environnementale. Donc transmets-nous ton expérience de la décarbonation au cœur de ton métier. Ok, je vais revenir rapidement sur ce que fait 180 degrés ingénierie. Du coup, l'ADN de la boîte, la genèse de ce projet qui a été porté par notamment Julien Cœurdevet, le fondateur, ça a été de se rendre compte qu'on allait un peu droit dans le mur dans la construction. Et donc, tous les projets qu'on porte, pas seul dans les équipes de maîtrise d'œuvre, parce que nous, on intervient dans une équipe, et donc notre credo, c'est vraiment de fédérer une équipe autour d'un projet pour sa qualité. Aujourd'hui, c'est assez... Voilà, nous, on a la compétence autour des matériaux biosourcés, sur une enveloppe très performante pour diminuer les besoins le plus possible. Et l'écologie, c'est le moteur de notre travail. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre. Et donc, je rebondis sur ce qui a été dit avant. Nous, on essaye de faire en sorte que les gens communiquent entre eux, soient pédagogues entre eux. On reste des techniciens, donc on a une capacité à appréhender les systèmes constructifs, les systèmes de climatisation, de ventilation, de chauffage, qui peut faire le lien entre, du coup, les bureaux d'études techniques et les architectes. Et donc, on a à cœur de pousser un peu tout le monde vers faire mieux, faire autrement, aller plus loin dans la réflexion, trouver des solutions frugales, c'est-à-dire que consommer moins d'énergie, c'est aussi avoir parfois des systèmes qui consomment moins d'énergie. Une fois qu'on a une bonne enveloppe très performante, la réflexion, elle va vers là aussi.
Et donc, tous ces concepts, on va dire, de décarbonation, c'est des choses qu'on manipulait déjà avant l'arrivée de la réglementation, notamment à travers des outils calculatoires qui sont arrivés avec l'expérimentation E+C-, qui nous a permis d'appréhender les calculs carbone comme on les connaît maintenant dans l'ère 2020. C'était une chouette expérimentation qui a emmené quand même pas mal de monde et qui a permis à certains acteurs de commencer à réfléchir à comment on travaille et quelle est la méthodologie pour récupérer les données et du coup réussir à aboutir les calculs. Et la RE 2020, elle est venue accompagner. Alors, je trouve que c'est quand même important de rappeler, comme on l'a dit juste avant, qu'on est des concepteurs, donc on ne remplace pas notre compétence par l'outil calculatoire et par les outils de RE 2020, de STD et compagnie. Mais par contre, ils viennent appuyer notre propos. Il faut vraiment qu'on imagine que c'est vraiment un outil qui doit nous aider à la conception et donc transformer un peu nos méthodologies de travail. Et on sait bien que l'ACV, on est incapable de la faire en démarrage de projet. Et pour autant, aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qu'il faut réussir à atteindre. Donc l'idée, c'est qu'avec notre expérience, comment on fait pour anticiper ces sujets de décarbonation très tôt dès les phases esquisses ou diagnostiques quand on est dans la rénovation, même si l'ACV n'est pas réglementaire en rénovation. Comment est-ce qu'on appréhende ces sujets le plus en amont possible et donc s'entourer de gens qui ont la compétence sur ces sujets-là, comme les bureaux d'études d'environnement ou même les architectes qui ont la compétence sur le bioclimatisme aussi, pour appréhender tout ce qui a un impact sur le carbone, la compacité, les ratios de vitrage, des choses qui sont très pragmatiques et qu'on peut identifier très tôt en fait, dans le projet sans avoir besoin de sortir l'artillerie lourde de l'ACV, de Pléiade ou je ne sais quel logiciel. Donc voilà, l'idée, et ça rejoint ce que Nathalie disait, c'est d'avoir vraiment des équipes transversales qui communiquent dès le début de projet et réussir à embarquer tout le monde pour que ça ne soit pas que la charge de l'architecte d'animer les réseaux et d'aller chercher l'information, et vraiment de travailler en transversalité avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec les maîtrises d'ouvrage et avec les usagers qui utilisent le bâtiment derrière. Et on peut avoir fait une super conception si on n'a pas des usagers qui sont investis dans leur environnement, ça sert à rien, quoi. Voilà un peu le message qu'on porte chez 180. Très bien, merci Pauline pour cet éclairage. Ce dont on se rend compte et ce qui a été aussi esquissé par Nathalie quand elle parlait d'avoir un programme clair, c'est que face à vous, personne de la maîtrise d'œuvre, vous pouvez avoir en face de vous une maîtrise d'ouvrage qui a un projet. Toujours un donneur d'ordre, il a un projet et là on a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous parler de la manière dont il s'est organisé pour répondre à des enjeux de décarbonation d'un parc existant. Donc il y a la RE d'un côté et il y a surtout la décarbonation, on en a parlé ce matin, du gros gisement du parc existant. Alors aujourd'hui Eric, tu représentes la société Terre Sereine. Terre Sereine, ouais. Terre Sereine. Bien, raconte-nous qui est Terre Sereine et comment vous êtes organisé, quel est votre objectif. Allez, raconte-nous tout ça. Allez, feu. Donc Terre Sereine, c'est une jeune société, elle a un peu plus d'1 an d'existence. Donc c'est une co-entreprise entre la Poste Immobilier et le groupe EDF à l'issue de 2 ans de dialogue compétitif. Parce que l'idée de la Poste Immobilier était de décarboner son parc immobilier, qui est d'environ 3 millions de mètres carrés, et composé d'entrepôts logistiques, de locaux commerciaux et de gros tertiaires. Donc à partir de là, bon, ça c'est l'objectif de la Poste Immobilier. Ils avaient également un objectif de performance et un objectif d'investissement. Donc 400 millions d'euros sur 10 ans et baisser de 35% les émissions de carbone de ce parc immobilier et de contribuer du coup à la trajectoire de 1,5 degré de leur parc immobilier. Donc pour ça, en fait, il faut aller 2 à 3 fois plus vite que les travaux actuels et faut s'assurer également de bien contrôler l'investissement pour pas diverger de cette trajectoire. Et donc s'associer avec les compétences du groupe EDF et de bureaux d'études également, des compétences externes et internes. Donc Terre Sereine est contractant en général et à partir de là,
Donc la feuille était blanche et il a fallu bâtir un schéma directeur de décarbonation. Donc c'est un schéma directeur en fait qui permet, avec un minimum d'informations, c'est-à-dire il y a eu quand même un gros travail en amont de la Poste Immobilier pour la consolidation des données. Donc en gros, le nombre de bâtiments, ça paraît simple, mais en fait, faut les trouver. La Poste, ils sont partout. Le nombre de bâtiments, les mètres carrés vacants, les usages par mètre carré et les consommations par vecteur énergétique. Donc ça a été un gros travail de fourmi qui a été opéré. Et à partir de là, c'est imaginer des travaux, des bouquets de travaux par bâtiment que l'on peut faire pour préserver les 400 millions d'euros d'investissement et tout en diminuant de 35% les émissions de CO2. Donc pour ça, on a classifié les bâtiments entre les enjeux carbone et les enjeux énergie, donc tant en volume qu'en intensité, rapporté au mètre carré. Alors pourquoi on a fait avec ces 4 critères? En fait, c'était pour préserver un rendement de l'euro investi par rapport au kilogramme de CO2 évité. C'est-à-dire pour autrement dit, des sites un peu plus petits, donc moins contributeurs aux émissions carbone des 3 millions de mètres carrés. Sur ces sites plus petits, ils sont classifiés, alors fort ou faible enjeu carbone, mais régulièrement faible enjeu énergie. Donc c'est-à-dire on n'attaquait pas en fait l'isolation du bâtiment ou l'isolation totale du bâtiment. On travaillait plus sur la production, la décarbonation de la production d'énergie. Et le schéma directeur nous a permis également d'identifier environ sur les 2300 sites du patrimoniaux de la Poste Immobilier, on a 500 sites qui représentent environ la moitié des mètres carrés et la moitié également des émissions carbone. Donc là, pour l'instant, on est vraiment focus là-dessus. Donc, suite à ça, on commence à bâtir un programme, finalement, un programme de travaux. Et à partir de là, c'est les filiales du groupe EDF, représentées donc par Terre Sereine, qui visite chaque site et sur la base de cette to-do list de travaux à effectuer par site, regarde en fait si l'état initial du site est bien celui qui a été donné par les remontées d'informations de la Poste Immobilier et après vérifie si les bouquets de travaux sont cohérents avec cet état initial. Suite à ça, Terre Sereine, on valide le bouquet de travaux ou pas, et puis on valide également la performance attendue et le coût. Et à partir de là, c'est la Poste Immobilier, on passe en commission, ça passe sous les fourches codines de la Poste Immobilier, et après validation, la conception-réalisation par Dalkia ou une conception par un bureau d'études et une réalisation par d'autres entreprises, parce qu'on a deux modèles. En fait, on n'est pas uniquement en modèle conception-réalisation, peut être engagé. Et après, la suite de l'histoire, donc là, on va commencer à la vivre maintenant, parce qu'on a eu des premiers travaux qui ont été réalisés. C'est les remontées d'informations, et après, vérifier avec un plan de mesure et de vérification si tout ce que nous avons imaginé comme performance est à l'attendu ou pas. Et si ce n'est pas à l'attendu, on essaiera de voir les explications. Et ça alimentera également le schéma directeur initial, donc pour le nourrir en fait de ces retours et de le raffiner en vue vraiment de conduire à cet objectif de moins 35% d'émissions de CO2 par rapport à 2022. Très bien. Merci Eric. On voit que cet enjeu, il vous touche tous un peu dans vos métiers, tant en organisation, surtout, en travail collaboratif. Et justement, en parlant de travail collaboratif, eh bien, Florent va certainement un peu nous en parler. Donc, Florent, toi, tu es associé au cabinet Atmosphère, mais aujourd'hui, tu as à nouveau une autre casquette, un peu comme beaucoup d'entre nous ici. Tu interviens comme administrateur de la structure ODIS, donc une structure régionale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et comment tu peux accompagner les acteurs notamment ?
Bonjour à tous. Donc nous, ODIS, cluster, réseau de 400 acteurs néo-aquitains, donc des acteurs impliqués au quotidien dans la construction et l'aménagement durable. Nous plaçons la décarbonation au cœur de notre activité, de nos problématiques majeures. Et ça peut se traduire via nos multiples missions: animer, former, informer, donner les conditions de l'innovation. Et peut-être pour donner un exemple plus concret, ça peut se traduire par des publications comme celle-ci qui mettent en avant les filières de la décarbonation en Nouvelle-Aquitaine. Je donnerai un exemple, par exemple, comme la paille hachée via la STIC Yellow, qui est une belle aventure dont on est très fiers en région. La décarbonation, c'est au cœur de la conception, mais le message qu'on a envie de faire passer, c'est que chez ODIS, on a envie d'élargir un petit peu le prisme de cette réflexion. La réflexion, elle n'est pas du tout nouvelle, elle date même. L'association HQE, Promotelec, BRIM, et j'en passe largement. De nombreux référentiels ont déjà été établis pour mettre en avant une approche plus holistique des problématiques environnementales. Mais nous, en Nouvelle-Aquitaine, et peut-être on peut repasser sur la diapo précédente, on avait très envie de vous parler plus particulièrement de la démarche bâtiment durable. Donc, qui est une démarche qui s'est développée sur aujourd'hui 7 régions, avec la Nouvelle-Calédonie, qui vient de faire partie de l'équipe récemment, et qui a pour but justement de donner une méthodologie, une approche pour essayer de traiter tous les critères environnementaux qui nous semblent importants d'appréhender lorsqu'on parle d'un profil environnemental d'un projet. De s'éloigner un petit peu de l'approche RE 2020 qui est une grande avancée, mais peut-être encore un petit peu restrictive. Je tiens à insister sur le fait que les certificateurs ont fait un travail, les démarches proposent une autre méthodologie, mais ce sont deux process qui sont différents et qui ne viennent pas en concurrence, qui sont vraiment complémentaires. Je vais expliquer un petit peu mieux pourquoi. La démarche BD, elle repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est un centre de ressources, ODIS. Le deuxième, donc ça va être un référentiel, la règle du jeu, avec cette thématique, une déclinaison qui permet justement d'établir ce profil environnemental plus ou moins qualitatif, qui se décline sur 4 médailles qui vont du cap, une sorte de mise en jambe, jusqu'à l'or, le saint graal des démarches. Et ça, c'est le deuxième point, ce référentiel. Le troisième point, c'est un animateur, un accompagnateur qui vient là pour insuffler un petit peu le parfum de la transition sur le projet, et puis surtout aider toute l'équipe à entrer en synergie, comme ça a été rappelé par plusieurs d'entre vous, et aller vers un petit peu plus de congruence. Et le quatrième point, il est fondamental, et c'est là que les démarches se différencient peut-être par rapport à tout ce qui a été proposé aujourd'hui, sont un système de commission. Il y en a 3, une en phase de travaux, donc aux alentours une en phase de conception, aux alentours du PC, où on vient présenter le projet, et on a un parterre un certain nombre d'experts qui vont venir donner leur avis. Et l'idée de cette commission, c'est d'enclencher un échange d'une manière très participatif, puisque au-delà des experts, tout le monde est invité à participer à cette commission, et c'est l'occasion d'avoir un bel exercice d'intelligence collective, c'est-à-dire de partager les choix techniques qui ont été faits sur le projet, mais aussi d'avoir un retour d'expérience de ces experts-là sur le projet, éventuellement de la salle aussi. Un bon moyen pour nous, cluster, de diffuser des éléments comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dynamiser les filières locales, les bonnes pratiques, les entreprises locales aussi qui s'insèrent, qui essayent de mettre le pied à l'étrier de la transition. Et je voulais simplement conclure sur le fait que les projets qui sont présentés, on est très fiers en Nouvelle-Aquitaine d'en avoir un certain nombre qui sont qualifiés OR, donc qui sont des projets exemplaires, mais c'est aussi une méthodologie de projet qui est très appropriée à tout type de projet, donc que ce soit la réhabilitation du tertiaire, du neuf,
et des projets aussi à faible budget. Donc celui-là, c'est un projet typiquement qui a été construit pour moins de 1700 € et qui aujourd'hui, dans lequel, grâce à une dynamique collective, on a pu mettre des biosourcés, de modèles d'orientation, travailler sur le confort d'été et avec des solutions très simples et peu onéreuses. Tout ça, ça me donne envie simplement peut-être de poser une question à vous, pour de membres de l'AICVF, pour qui j'ai par principe beaucoup de respect, voire pour un certain nombre d'entre vous de la considération. On est souvent, parce que je ne connais pas tout le monde, et on est souvent attendu, nous, en tant que bureau d'études, pour répondre à la question comment mettre en œuvre une solution. Et c'est dommage, moi j'ai envie de vous demander, peut-être est-ce qu'on ne serait pas capable demain d'aller plus sur un positionnement qui nous forcerait à répondre à la question pourquoi les solutions que nous proposons sont les plus pertinentes. Et de fait, nous affranchir un petit peu du cadre dans lequel on nous a trop souvent cantonnés. Merci pour votre attention. Merci à vous 5 pour vos participations. Alors, vous avez été des super bons élèves. Merci beaucoup. On a super le temps d'échanger ensemble. Donc, merci d'avoir suivi les consignes et d'avoir fait passer votre message dans le temps qu'on vous avait demandé. Je l'ai peut-être trop martelé. Alors, ils ont fait hyper court. Donc, on a beaucoup de temps pour, il me semble, Francis, c'est bien ça ? Voilà, on a beaucoup de temps pour échanger, donc ce que je vous propose, c'est d'échanger avec eux, de partager vous aussi vos retours d'expérience, vos questionnements, vos interrogations, vos propositions. Allons-y, profitons-en, on est entre nous. Pas du tout filmé non plus, ce ne sera pas du tout diffusé. Et voilà, première question, Yves, ancien président, c'est parfait. On va vous présenter et si possible, comme il y a la caméra, le micro, on se lève et on se présente. Désolé. Ah, il ne peut pas se lever, Yves. Je resterai assis. Très bien. Merci, Yves. Pardon. Non, mais je pourrais me lever, mais je ne tiendrai pas longtemps. Yves Nioche, ancien président de l'AICVF, expert judiciaire depuis 20 ans, ancien professionnel, entreprise, bureau d'études, enfin toute la phase. Voilà. Comme ça, vous ne savez pas tout, mais presque tout. Nathalie, tu l'as dit en démarrant, on a plein de textes aujourd'hui. Nous, en tant qu'experts judiciaires, j'ose dire le terme, c'est le bordel. Chaque fois qu'on prend un texte, on se reprend l'autre, on est bon, on n'est pas on prend l'autre, etc. Ouais. Est-ce que toi, qui es proche de la DHUP, parce que je le sais quand même, et t'ayant fréquenté pendant un certain nombre d'années, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas possible de faire quelque chose, parce que c'est plus possible, et à chaque fois, c'est comme le code civil, à chaque fois qu'on rajoute un texte, on n'élimine pas un autre. Et on en rajoute, et les architectes qui sont à côté, là, l'UNSA, c'est le bazar complet. Et dans la conception, alors j'en parle même pas aujourd'hui des expertises où il y a des surchauffes au mois de janvier, 25 degrés dans les logements, j'en ai plein l'appel. Alors, et tu sais bien, je t'ai fait appel sur ta thèse, même pour pas le nommer, d'une certaine ventilation, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Bon, que j'ai mis à la poubelle. Donc on a un système aujourd'hui qui ne fonctionne plus. La RT 2012, c'est une catastrophe. Tous les bâtiments neufs depuis 2012, de logement, alors je sais que ça représente que 0,5 à 1% de renouvellement tous les ans, donc on a le temps. Parce qu'on parle du neuf, mais en réalité c'est l'existant qu'il faut se pencher. Hein. Le neuf c'est ridicule, mais c'est ingérable. Et des plaintes partout, le confort, entre guillemets, n'existe plus. Pourquoi ça ? Parce qu'on a voulu l'individualisation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. On met tout sur les paliers, on tire des tuyauteries vers les logements, on a 5 tuyaux vers chaque logement qui passent dans les paliers, qui passent dans les logements, les dalles font toujours 20 cm, on enlève l'isolation et on fait des nappes chauffantes dans les paliers et du chauffage permanent dans les logements. Voilà. Conclusion, 25 logements au mois de janvier, 25 degrés dans les logements au mois de janvier, et on était entre 35 et 40, dans l'ouest. Je ne vous parle pas du sud. Hein. Voilà, maintenant tu me dis ce que tu veux. Alors, donc déjà concernant l'harmonisation des textes, là, je vais prendre mon autre casquette qui est Sinov, puisque je suis vice-présidente du groupe métier et bâtiments durables à Sinov, qui est en fait les cousins de l'UNSFA. Voilà, on est cousins de l'UNSFA côté bureau d'études et on a rencontré justement, on est allé il y a 15 jours, 3 semaines au cabinet de notre ministre Valérie Létard et donc j'avais préparé un très très gros Rex de beaucoup d'incohérences en tout cas qu'on a pu
qu'on a pu noter. Voilà. Alors, je sais pas, en tant que bureau d'études, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais en fait, nous avons notamment un décret, un arrêté qui oblige depuis 2023 à ne plus installer de robinets thermostatiques simples, mais des robinets thermostatiques programmables pièce par pièce. Est-ce que tous vos CCTP ont été changés? Non? Voilà. Donc, en cas d'expertise judiciaire, tu nous fais quoi? Tu nous flagelles, tu nous écartelles. Et quand tu as un thermostat qui est juste au-dessus d'un robinet thermostatique, tu fais quoi? Non mais bon, voilà. Merci, à bientôt. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une tempête de grêle de textes réglementaires et en plus, en fait, même les bureaux d'études n'arrivent plus à suivre. Parce qu'effectivement, c'est tous les concepts... Oui, non, mais déjà... Non, mais, depuis l'architecte, c'est impossible. Impossible. On est tous dans le même bateau. Ça, on est tout à fait d'accord, mais le petit robinet thermostatique, c'est vrai que pour le coup, c'est au bureau d'études qui doit être en veille de dire à l'architecte, bon, ça n'a pas trop d'incidence puisque ça va être surtout sur les CTP, mais de le prévoir aussi dans son chiffrage, parce que voilà, c'est 1 500 € de plus par logement. Donc, est-ce que c'est dans les chiffrages? Qu'est-ce qui se passe en cas d'expertise judiciaire quand effectivement le robinet sera absent? Alors, bon, on en a parlé à la pause au déjeuner avec notre président pour voir s'il montait au créneau ou pas. Sur ce sujet. Mais voilà, il y a effectivement des textes où les pouvoirs publics sont complètement déconnectés aujourd'hui de la réalité. Ils ont des objectifs de toutes parts, de l'Europe, des cabinets, et il n'y a rien de pire qu'un ministre qui s'exprime dans un communiqué de presse, parce qu'en général, ça ne fait que des conneries, parce qu'il n'y connaît rien, et donc, conclusion, après, on va devoir écrire un texte pour faire plaisir au ministre qui sera inapplicable. Voilà, donc ça, c'est une réalité, malheureusement, qu'on est obligé de subir. Donc, il y a, au-delà, je dirais, des normes, il y a un vrai sujet d'harmonisation et de cohérence de tous ces dispositifs. Ça, c'est clair. Pour l'instant, ce n'est pas du tout un chantier qui est à l'ordre du jour. Vous voyez bien le sujet de simplification des normes. En fait, il y a un vague groupe de travail qui s'est réuni, puis qui maintenant ne se réunit plus. Puis tout d'un coup, on a un nouveau texte. Bon, bref, c'est un vrai bazar. Et la seule instance qui aujourd'hui pouvait donner un avis et échanger de manière cohérente, c'est le CSC2E, auquel d'ailleurs l'UNSFA siège comme... donc moi aussi, je suis à la représentante de Sinov. Eh bien, un espèce de crétin de ministre a eu la bonne idée de demander, je ne citerai pas de nom, il a des moustaches, mais effectivement, il a eu la bonne idée de demander sa suppression, en disant qu'on ne faisait rien, qu'on était des glandus. Sympa, mais on est bénévole, donc, et en plus on travaille, et on nous traite de glandus, quoi. Le CC2E, c'est le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. On se réunit une fois par mois, et là, d'ailleurs, mardi après-midi prochain, on doit valider ou non les textes du GTM2 de la RE 2020, donc les autres usages, plus des sujets sur les fluides frigorigènes. Donc tous les mois, on a énormément de boulot, de lecture de ces textes, d'écriture justement, et de signaler d'éventuelles problématiques, et de concerter, d'échanger ensemble entre acteurs pour savoir si on va voter pour ou contre les textes. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, malgré des votes défavorables, la DHUT souhaite quand même passer outre et effectivement publie quand même les textes. Bon, mais ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est pour le premier sujet. Après, ton deuxième sujet, il est sur le confort d'été. Mais le confort d'été, ça fait 10 ans. Nous, on a instrumenté plein de logements pour Cercal dans le cadre sur des logements BBC. Donc des logements BC qu'on a instrumentés sur le sujet du confort d'été. Alors déjà, premier sujet, il y a le comportement de l'usager qui est très important, et nous, ce qu'on avait pu mesurer, c'est-à-dire qu'on a les usagers que j'avais appelés les BBC compatibles, c'est-à-dire effectivement la journée ils ont chaud, ils souffrent, mais ils gardent leurs fenêtres fermées, ils gardent les stores fermés pour réouvrir le soir quand il fait bon et compagnie. Puis il y a les bourrins qui disent j'ai chaud,
Il fait 35 dehors, j'ai 25 dans mon logement, j'ouvre. Bah ouais, sauf que quand on a des bâtiments avec de l'inertie, ça chauffe. Voilà, et ça, effectivement, bah, tu es expert judiciaire. Moi, ça m'arrive régulièrement d'être sapiteur. J'ai instrumenté beaucoup de logements parce que ça partait complètement en vrille avec un promoteur justement sur des sujets de confort d'été. Et là, ce qu'on peut constater, moi je pense qu'il faut aussi relativiser. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup lire dans la presse beaucoup de contre-vérités qui sont, les bâtiments neufs, ce sont des bouteilles thermos. Il y a un isolant biosourcé, la ouate de cellulose, ça déphase. Ce sont des conneries. Voilà. Bon, il y a des trucs qui sont des conneries. Un isolant biosourcé n'apporte pas de déphasage qui va améliorer de manière transcendante le confort d'été. Oui, mais on entend beaucoup de conneries. Là, je me suis fritée avec un industriel qui faisait la promotion avec un maître d'ouvrage. Ça m'énerve. Voilà. Et le coût du logement inconfortable, en fait, justement les 10 logements là, que j'ai instrumentés l'été dernier, ce qui montrait, c'était, oui, il y a un logement sur lequel l'architecte s'était hyper lâché, qui était ultra vitré, sud-ouest. Un séjour, quasiment 80% du séjour qui était un mur au sud, l'autre mur à l'ouest, était vitré. Et oui, mais sans protection, tu vois, avec des volets noirs. Des volets noirs extérieurs. Et effectivement, bah, là, en février, le couple, bah, ils étaient en télétravail avec leur ventilateur dès le mois de février. Et donc, ceux-là, c'était de la folie. Les autres se plaignaient aussi d'avoir chaud. Mais quand on a instrumenté, en fait, bah voilà, ça veut dire quoi chaud? Donc là, on a instrumenté avec des sondes d'humidité, des sondes de température, on a tracé le diagramme de Givoni, on a regardé le DH, on a regardé le nombre d'heures au-delà de 28, on a fait tous les critères justement, parce que le diagramme de Givoni, des copropriétaires, c'est pas évident de leur expliquer. Hein. Voilà. Alors voilà, vous avez une zone de confort. Voilà, faut aussi, vous parliez de pédagogie, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que sortir des chiffres, des courbes, des nuages de points avec un diagramme de Givoni à des copropriétaires, on les perd, à part le prof de maths à la retraite qui effectivement va s'y plonger, mais sinon les autres, on les perd. Et là, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'inertie du béton, le bâtiment était en béton, et finalement, elle permettait quand même de décréter. Elle faisait son job, elle faisait le job décrété. Donc ça, on ne pouvait pas le nier. Après, il y avait un sujet de confort. Et donc, il y a certains copropriétaires qui étaient super fiers. Ils disaient, vous voyez, madame l'experte, hein, et moi, j'ouvre bien tous les soirs. Et dans mon logement, il ne fait pas si chaud que ça par rapport à mes voisins. Mais donc, voilà. Et donc, là, on retrouve le sujet du comportement. Mais après, je te rejoins qu'il y a le sujet du chauffage collectif fait que tous nos réseaux de pieuvres qui circulent, et notamment les réseaux d'eau chaude sanitaire en plein été, qui potentiellement apportent quelques degrés supplémentaires dans les logements. Et pour le coup, là, il faut les isoler, tous ces réseaux. C'est un problème parce qu'il faut pouvoir les faire passer. Et en plus, après, il y a des problématiques acoustiques et tout. Bon, mais oui, c'est vrai. L'architecte aussi pour dire, faites pas des salles de bain d'un logement là, l'autre là-bas, la cuisine là-bas. Essayez de rassembler les pièces d'eau. Ça évitera des réseaux et des grandes longueurs. Et oui, de centraliser. Parce que c'est vrai que c'est merveilleux de voir de conception, on parle c'est la conception. Donc c'est l'ensemble que vous disiez tout à l'heure. Conception, architecte, bureau d'études. En tout cas, moi, la façon... Je ne veux pas aller plus loin parce que je pourrais raconter... je pense que ce qui est important, en fait, moi, c'est que mes équipes, je les forme énormément à tous les risques de pathologie. C'est-à-dire que tous les mois, on fait justement des exemples de ce qu'on a pu voir sur des audits, sur des expertises et compagnie. On fait beaucoup de REX sur les pathologies pour justement les anticiper.
Maintenant, voilà, on a plein de paramètres. Les entreprises qui changent derrière nous, typiquement, on coule la dalle. L'isolant qu'on avait prescrit initialement, il saute parce que c'est pas pratique. Donc, bon. Mais le radiateur électrique est très présent quand on n'a plus que 250 watts de DPR. Merci. Mais on ne peut pas. Merci à vous deux pour ce débat sur les différents niveaux de responsabilité. En fait, finalement, si je synthétise, autant législatif, concepteur et après pédagogie pour les utilisateurs. Si on résume en 3 mots, tu notes, hein, Francis. Hein. Est-ce que vous avez d'autres demandes ou d'échanges avec nos Oui, bonjour, intervenants? Yvan Borda, Société VIM, donc fabricant de matériel de ventilation. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus pour monsieur là, sur la partie la poste immobilier et sur la décarbonation des bâtiments. Lorsque vous faites votre étude de décarbonation de bâtiments, donc vous avez besoin de données issues d'ACV concernant à la fois les matériaux et le matériel, et donc savoir où est-ce que vous allez chercher ces données. Est-ce que vous vous basez uniquement sur la base IGNES? Alors, le bilan carbone, en fait, c'est le CO2 de l'énergie, en fait. Donc je ne regarde pas les ACV du matériel. En fait, on a les bâtiments de la Poste sont chauffés par du gaz, par de l'électricité, mais de l'électricité à effet Joule. Donc c'est à partir de ces éléments-là, donc les systèmes, on va dire, de CVC, de génie climatique, et c'est à partir de là que je regarde, avec la classification des bâtiments, comment on peut décarboner, comment on peut le rendre plus efficace sur le plan énergétique, notamment avec l'isolation. Mais c'est hors du scope, du scope contenu carbone des matériaux. D'accord. Oui, donc vous remplacez un matériel A par un matériel B. Ce matériel B va moins consommer. C'est cette partie-là de décarbonation que vous allez prendre en compte, mais vous n'allez pas prendre en compte le matériel. Je ne prends pas en compte le matériel. Je prends en compte que l'énergie consommée, et donc avec les facteurs d'émission par vecteur énergétique et les fuites de fluides frigorigènes aussi que je prends en compte. Mais ça, c'est pas dans le c'est pas dans le cahier des charges. C'est pas dans le cahier des charges, ouais. D'accord. C'est dommage. Mais... Ça arrivera dans un second temps. On commence petit à petit. Oui, non, déjà là, on attaque 3 millions de mètres carrés. On essaie d'attaquer 3 autres millions de mètres carrés qu'ils ont en location. Bon voilà, on s'agrandit. Mais attends, je mets juste un petit bémol, c'est que tous les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, on a des gros gestionnaires de parcs en rénovation qui nous demandent les bilans carbone, même s'il n'y a pas de méthode, même s'il n'y a pas de... Voilà, je ne citerai pas, mais des très très gros groupes nationaux qui nous demandent, dès les études, dès les concours, de faire tous les bilans carbone avec les FDES, les PEP. Les PEP. Donc, oui, c'est pas parce qu'effectivement la Postimo ne le fait pas. Non, mais on sait qu'il y en a d'autres qui le font. Qu'il ne faut pas faire de PEP. Mais on a besoin de PEP. Mais on fait des PEP. On fait effectivement des PEP. Ils sont disponibles. Et il y a bien une méthode pour faire des PEP, donc il n'y a pas de souci. Je reprends aussi. Les matériaux biosourcés, c'est pour ça que j'ai pris ce cahier, en fait, sont quand même fortement demandés par la Poste Immobilier. Voilà, les matériaux bas carbone et biosourcés. On n'est pas sur les PEP, par contre. Voilà. Pas encore. Oui, simplement, voilà, où il faut être vigilant. C'est vrai qu'une ACV, c'est très complexe. Il y a plein de méthodes différentes de faire une ACV. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal d'arriver à se baser sur des règles communes qui sont reconnus, donc ne serait-ce que par le biais de PEP Eco-Passeport. Comme j'ai le micro, je me permets une deuxième question qui n'a strictement rien à voir. Au niveau de ces discussions-là qu'on a sur les conceptions de bâtiments, est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation incendie est un frein important dans vos démarches? Alors, je pense davantage, bien sûr, au tertiaire et puis au collectif. Oui, la réglementation incendie est un frein, mais elle est aussi un mal nécessaire, parce qu'elle est obligée de s'adapter un peu trop dans l'urgence, à mon sens, notamment sur tout ce qui est éléments bois rapportés en ITE et ce genre de choses. Nous, on fait beaucoup de scolaires, notamment, donc c'est beaucoup des réponses qu'on regarde, et il y a un télescopage évident entre la réglementation incendie, on va dire, des bonnes et des justes pratiques. Voilà. Après, je pense que c'est une approche très française. C'est que, comme on disait tout à l'heure, les choses s'empilent les unes après les autres. Chacun est dans son couloir en se disant faut que j'améliore le truc. Et nous, le problème, nous concepteurs, globalement, et quand je dis nous, c'est toute la salle, on se retrouve au carrefour de toutes ces incohérences et on doit faire une synthèse. Et en plus, on est responsable derrière. Quand il y a des incohérences qu'on a du mal à gérer ou qu'on n'a pas pu passer, tout simplement.
Donc c'est vrai que moi, à titre personnel, il y a des choses, moi, avec des aberrations environnementales. Pour moi, par exemple, typiquement, c'est les IGH en bois. Logement IGH en bois, pour moi, c'est une aberration environnementale parce que ça oblige finalement à recloisonner pour des questions feu. Ça oblige, en fait, quand on fait le bilan carbone de ces trucs-là, alors, moi, ça a changé une chose, c'est quand on a commencé, nous, il y a 25 ans, aller voir un décideur public, par exemple, et parler de construction bois, parce que nous, mon associé était finlandais, on avait cette culture du bois, c'était très compliqué. On avait en fait un dialogue de sourds. Bon. Ces gros projets un peu médiatisés ont eu on va dire, cette chose positive de changer finalement le regard du public globalement et aussi des décideurs qui sont moins informés finalement de ce que c'est que l'architecture et construire, et ça nous a permis de générer des discussions et de faire avancer à notre échelle finalement des choses qui étaient difficiles de faire avancer. Mais typiquement le bois sur l'IGH, c'est une aberration pour des raisons incendie. Ça a des conséquences du coup dans le bilan global énergétique et carbone du projet, et on les voit, tous ces projets ils ont du mal. Mais au-delà de ça, en fait, même si vous faites bien les choses, quand vous avez un feu dans un bâtiment bois IGH, vous éteignez avec quoi? Avec de l'eau. Bon, bah, le bois, une fois qu'il a pris de l'eau, c'est pas du tout la même chose que du béton. Donc clairement, si vous voulez, on a ouvert une porte là qui, moi, me paraît, qui à mon avis va être assez rapidement fermée. Par contre, le bois est extraordinaire pour des éléments de moyenne taille, le petit logement collectif, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Là, on n'est qu'au début. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Caclin, je travaille pour la société Fellows Qualité d'air intérieur. Et donc, c'est donc l'objet de ma question aujourd'hui. C'est un sujet important, on en a parlé beaucoup pendant les ateliers ce matin. Ça pèse 20 milliards d'euros sur l'État français, ça représente 650 000 arrêts de travail par an. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup de nos enfants qui sont devenus asthmatiques et de plus en plus année après année à cause de problèmes de qualité d'air. Par la qualité d'air, j'entends les polluants de l'air, c'est-à-dire les composés organiques volatiles, les particules fines, les virus, les bactéries, et puis encore les pollens et tous les autres biocontaminants qu'on peut imaginer. C'est un sujet important, c'est vrai que le sujet de l'efficacité énergétique et de la qualité constructive est essentiel, est un prérequis indispensable. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à des seuils ou à des objectifs de résultats sur la qualité de l'air intérieur dans les espaces? Merci. Ok. Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est un sujet qu'on a abordé à de multiples reprises avec la DHUP, puisque, en fait, accessoirement, j'ai aussi piloté le calage des seuils de la RE 2020 GTM1, GTM2, et notamment où on a fait part aussi de certains labels qui demandent à aller au-delà en termes de débit de renouvellement d'air. Et pour l'instant, on a reçu vraiment une réponse de non-recevoir de la DHUP sur ce sujet, qui souhaite se cantonner au seuil de mars 82, on est toujours à mars 82 pour le logement, avant la première RT, 24 mars 1982 pour être précise. J'avais un an. Et le RSD, le RSDT, le code du travail pour toute la partie tertiaire. Parce que effectivement, là, la DHUP se rend compte qu'il y a un conflit entre cette augmentation des débits qui va induire des augmentations de consommation de chauffage, de refroidissement et de consommation électrique, donc supplémentaire. Et donc, on ne s'inscrit plus du tout dans la stratégie de décarbonation avec les courbes de technocrates qui sont présentées régulièrement. Donc, il y a un côté un petit peu... hypocrite. Alors après, la qualité d'air, c'est un sujet qui fait, hop, de temps en temps, on en parle, puis hop, ça redescend. C'est comme le petit électrocadre, ouais, si tu veux. Mais après, je te laisserai, Francis, aussi en parler. Maintenant, moi, j'ai une position qui est un petit peu... qui est un peu mitigé, parce que pour moi, ce n'est pas aux installations de ventilation de pallier au fait qu'on met du poison chez nous. Les poisons
faut les éliminer et il faut qu'à l'échelle européenne, on interdise les meubles Ikea et leurs composés volatiques à gogo. Parce qu'on a beau dire, bon, ok, les voitures, ok, empoisonnent nos gamins, mais qu'est-ce qu'empoisonne nos gamins? C'est toutes les chambres Ikea qu'on leur achète, qu'on déballe et on les met dedans juste après. Ça, c'est plein de composés organiques volatiles. L'émission à la source est un vrai sujet, vous avez tout à fait raison. Les occupants et l'usage des bâtiments, les produits ménagers ou tout simplement les pollens dehors, hein, je veux dire tout le printemps on a mangé, et certains sont plus ou moins sensibles, c'est logique. Augmenter le débit de ventilation, outre le fait qu'il risque d'avoir une consommation énergétique supplémentaire, ne sait pas forcément répondre à toutes les problématiques de qualité d'air sur les particules fines, les biocontaminants, les virus et les bactéries, et même les COV, même s'ils vont être un peu dilués. Il existe des solutions qui sont en fait des innovations et qui du coup tardent à rentrer en France et qui peuvent démontrer leur performance. Et donc peut-être que c'est d'autres solutions qui peuvent être envisagées par les concepteurs en général. Moi, j'ai juste pour en appui de ce que tu étais en train de raconter, où j'adhère complètement, une petite expérience à l'agence. On a livré une rénovation thermique d'un collège. On a eu un truc, alors, on pense tout imaginer, mais en fait on en découvre tout le temps. On avait des nouvelles dalles 60-60 avec une nouvelle formulation à base de sucre par l'industriel. Il y a une petite fuite d'eau, dégagement de gaz, ça on l'a su après. Hein. Et du coup, en fait, tu as toute une classe qui se met à vomir. Évacuation de tout le collège, le préfet se déplace, tout le monde se déplace, enfin, ça part en cacahuète dans tous les sens. Et donc les pompiers débarquent. Alors ça, c'est bon. Après, on a su que c'était les dalles, on a changé toutes les dalles. Ces dalles ne sont plus commercialisées, elles ont été 2 sites et finalement ils ont arrêté leur formulation. Bon, donc on peut chercher à tout imaginer, mais on ne peut pas tout préparer. Mais moi, ce qui m'a amusé, enfin entre guillemets, les pompiers du coup ont débarqué avec leur matériel de détection de gaz. Donc en fait, ils ont un spectre très très large. Et du coup, ils ont cherché à comprendre d'où ça venait, parce qu'on a cherché longtemps, hein, on a eu beaucoup de mal à trouver. Et le COV est parti, mais au taquet. Et pourquoi ? Parce que, alors nous, on avait mis l'EVMC, tout était aux normes, tout était neuf, tout avait été remplacé, tout ça. Ils venaient juste de faire livrer le mobilier neuf commandé par le département. Donc en fait, ça n'a rien à voir. En fait, on pourra faire tout ce qu'on veut en ventilation, tant qu'on ne changera pas les habitudes d'achat, c'est mort, ça sert strictement à rien. L'émission à la source et les comportements, l'usage est indispensable. Ceci dit, on est obligé de vivre à l'intérieur des bâtiments à un moment donné, et donc fatalement, on va émettre des COV, on va... Une toute petite illustration, donc dans le cadre de la rénovation des locaux de la Poste, les bâtiments tertiaires, on les équipe de ventilation double flux, parce qu'en fait, ils sont qu'en simple flux et régulièrement juste avec des extractions dans les sanitaires. Donc la qualité de l'air n'est pas du tout au rendez-vous dans les bureaux. Donc on apporte quand même un confort aux occupants des bureaux, et puis évidemment on fait de la récupération d'énergie sur l'air extrait, et tout en essayant de conserver autant que faire se peut les moins 35% de CO2. Je reviens juste rapidement sur ce qui a été dit juste avant. La première chose sur le moment de la livraison, on a identifié que c'est un moment où le flush out, c'est le séchage de toutes les peintures, les chapes, les matériaux de construction. Celle-là, elle doit être prise en compte dans le phasage du chantier aussi, pour l'anticiper, pour essayer d'éliminer un maximum de polluants avant la livraison, et donc participer de la diminution des COV. Et la deuxième chose, c'est que la réglementation, elle est vraiment timide sur le renouvellement d'air dans les espaces de travail, les écoles, etc. Il y a quand même, je trouve, après peut-être que vous me contredirez, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les programmes quand même, et donc là c'est la participation des maîtrises d'ouvrage, une démarche vachement volontariste sur l'augmentation des débits, sur mettre l'accent sur la qualité de l'air intérieur, et donc sur le choix des matériaux de construction et sur le choix du mobilier, qui s'accompagne parfois d'une mission mobilier d'ailleurs dans les crèches, les écoles maternelles, pour justement avoir une approche globale de la qualité de l'air intérieur et pas que sur la ventilation. Non mais c'est bien sûr ça, et mesurons les résultats avec des équipements qui permettent de mesurer, de compter les polluants de l'air, et pas seulement le CO2. Merci beaucoup, en tout cas, je serais ravi d'en parler davantage, Nathalie, si vous voulez. Bon,
Sur les problèmes de QAI ventilation, ça fait 30 ans que je travaille sur ce domaine-là. Effectivement, en France, on a un blocage culturel sur ce problème-là. On connaît l'impact de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Quand je présidais le conseil scientifique de l'OQAI, on avait fait faire une étude à des économistes. On était à près de 20 milliards par an. Le coût de la mauvaise qualité de l'air, c'est-à-dire uniquement sur la santé. Et on avait fléché simplement 6 polluants. Donc on est loin du compte. Donc tout ça, c'est connu. On a rencontré des parlementaires, on a rencontré beaucoup de gens. Mais il y a un espèce de blocage culturel, comme sur l'arrêté de 82, qui est une aberration. Quand on en parle aux collègues étrangers, ils ne comprennent pas, mais en France, vous êtes toujours sur un truc qui date de 82. Bon, donc, et c'est grave. C'est grave pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de marché captif pour nos industriels dans ce domaine-là, et très peu d'innovation en France. Je regrette. Moi, je connais bien la concurrence au niveau même européen. Et très honnêtement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que nos acteurs français dans ce domaine-là, par rapport, disons, à la concurrence étrangère, sont très peu innovants. Donc voilà. Donc ça, c'est un problème réel. Et ce problème, on a essayé de le contourner un petit peu par les évolutions demandées dans le cadre européen. Donc là, on s'est bagarré, c'est la deuxième fois, mais la première fois, on n'avait pas réussi, sur la directive précédente, à faire introduire, à demander à tous les États membres de mettre dans leur prochaine réglementation des indicateurs de qualité des environnements intérieurs, dont la qualité de l'air intérieur. Donc maintenant, on vit dans l'espérance, on y était hier soir sur l'espérance, sur le bateau, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut enfoncer le clou. Et mon opinion, c'est celle que rapportait ce matin Philippe Pelletier, c'est-à-dire que vu le blocage culturel existant, c'est à nous, les acteurs, d'aller plus loin que la demande réglementaire sur ce point-là, parce que sinon on n'avancera pas. J'en suis convaincu. Et si on n'avance pas, ce sont des millions de personnes qui ont des problèmes de santé en France dus à la mauvaise qualité de l'air dans nos bâtiments. Et j'ai toujours expliqué à mes étudiants qu'on ne faisait pas des bâtiments pour économiser de l'énergie ou limiter les émissions carbone, mais c'est pour que les gens puissent vivre dedans. Il faut donc qu'on revienne un petit peu, ce que vous disiez tout à l'heure, aux fondamentaux. Et je pense que sur ce problème-là, c'est vraiment à nous, les acteurs du domaine, d'aller plus loin que la demande réglementaire, qui est, en France, complètement désuète. Une opinion personnelle qui n'engage que moi. Et pas la ICV, bien sûr. Alors, ces qualités d'air, j'aurais un autre sujet après, si vous voulez bien aussi, pour relancer une autre thématique. Alors, Priscilla Pettinga, donc je fais partie du comité technique sur la thématique qualité d'air intérieur. Je suis aussi présidente de la ICVF Rhône-Alpes et j'ai une société d'Aquer qui fait de l'audit et de la ventilation, de la qualité d'air. Concernant la problématique des débits, donc j'ai travaillé aussi dans des sociétés qui exploitaient des bâtiments, donc ça c'est un gros problème d'augmenter les débits. Au niveau énergétique, c'est pas concevable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est sur la mauvaise problématique. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr que l'air puisse ventiler bien, correctement, le local. Donc déjà, regardons le taux de renouvellement d'air, regardons l'âge de l'air aussi, cette notion qui est en train d'être comprise un petit peu dans le domaine général du bâtiment et qui commence à apparaître. Et comprenons tous ces systèmes-là et faisons cette mesure du taux de renouvellement d'air et ça mettra tout le monde d'accord. On n'a pas besoin d'augmenter les débits. Il faut que l'air soit apporté au bon endroit et soit efficient. Voilà. Et sinon, je suis totalement d'accord. Ouais. Ouais. Oui, totalement. Avec la régulation et totalement d'accord pour la démarche en conception, de faire attention aussi aux sources et aux émissions qu'on peut avoir. Et dans les écoles, il y a la réglementation de la surveillance qualité d'air qui prend en compte ces aspects-là et qui spécifie bien d'avoir des démarches de bonne pratique et de regarder quand on achète du mobilier, d'avoir des chartes d'achat et ce genre de choses. Et je pense qu'il faudrait que ça soit un peu élargi à tous les bâtiments. Merci. Bonjour, Driss Sakami, bureau d'études Adéno-Ingénierie, c'est un bureau d'études fluides. Je suis venu à cet atelier pour la conception de bâtiments décarbonés.
Je n'ai pas entendu parler de solutions pour des bâtiments existants, d'innovation, pour répondre à des questions auxquelles des maîtres d'ouvrage me posent, quoi. Donc je reste à ma fin. Je voulais aussi je pense que c'est dans la même veine, je voulais aussi avoir vos avis respectifs, la salle, les intervenants, concepteurs et fabricants, sur le thème de la décarbonation. Il y a l'enjeu majeur qui est la préservation de la ressource, qui est quand même un autre cœur de problématique dans la conception des bâtiments. Donc je voulais avoir les avis des uns et des autres, pour notamment dans le génie climatique qui nous anime à la ICVF, mais pas que, quelles sont les pistes pour décarboner, préserver la ressource, qui est un peu un des autres enjeux majeurs dans notre métier. Et après, on devra arrêter, me dit mon rapporteur. Est-ce que des gens ont des avis sur le sujet, peut-être Florent, si tu... Non, parce que c'est un domaine qui, je pense, est traité par Bâtiment Durable. Non. Oui, mais non. Alors, juste, en tout cas, ta remarque, Solène, est très pertinente, parce que moi, il y a notamment un système constructif contre lequel je me bats, c'est les planchers CLT. Le plancher CLT, pour moi, je le boycotte aujourd'hui sur beaucoup de projets, parce qu'en fait, c'est énormément consommateur en ressources de bois. C'est-à-dire qu'avec un plancher CLT, il faut voir tous. Un plancher CLT bois, en fait, c'est quelque chose du bois massif, mais voilà, du bois, c'est une dalle de bois. C'est comme une dalle béton, mais en bois. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de volume de bois. Dans le calcul RE 2020, c'est tout bénef, parce qu'en ACV dynamique, on gagne plein de points. Sauf que pour moi, en termes d'économie de ressources, ça me pose un vrai problème, parce qu'avec finalement, avec ce CLT, on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus de planchers, de façades. Et donc, ça coûte cher. Et en plus, on a peu de fabricants français. Très souvent, les dalles de CLT, elles viennent d'Autriche. Donc là, il y a des sujets, effectivement, tu as raison, sur cette sobriété en termes de choix de matériaux. Après, vous parliez plutôt, votre question était plutôt sur la rénovation. Décarbonation en rénovation. Alors, décarbonation en rénovation, il faut savoir que, c'est d'ailleurs, effectivement, ce qui a été évoqué, c'est que dans la réno, c'est essentiellement le sujet du vecteur énergétique. C'est le système énergétique. Donc ça, c'est en fait... il fallait peut-être plus aller à l'atelier système qui parle d'innovation technologique, parce que c'est quand même là où on a le plus gros levier d'intervention. Après, sur les sujets de décarbonation des matériaux, oui, effectivement, on peut mettre des matériaux biosourcés, on peut choisir des produits avec des PEP et des FDES. Mais néanmoins, alors, il y a un exemple que je peux vous donner, c'est justement une rénovation qu'on a réalisée pour la ville de Paris. C'est la Maison des Canaux, qui est dans le 19e arrondissement, où la mairie de Paris a voulu faire une vitrine démonstrateur en termes justement d'économie circulaire. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur la rénovation de ces bureaux, en fait, le premier poste en termes de bilan carbone, c'était le lot CFO-CFA. Donc c'est déjà tout le câblage. Et là, le câblage, on ne va pas garder le câblage il y a 40, 50 ans avec les petits plombs à l'ancienne. Donc là, déjà, c'est premier poste. Deuxième poste, c'est tout le lot 8, donc c'est tout le lot CVC. Donc effectivement, alors on dit... on met une ventilation double flux, sauf que la ventilation double flux, en termes d'impact carbone, elle ne va pas du tout être négligeable. On va venir rajouter, en fait, mais il faut. Enfin bon, voilà, mais c'est un compromis. Et ensuite, ce qu'on s'est aperçu également, c'est que tout ce qui va être... On a fait une démarche absolument incroyable, puisque 85% des matériaux qu'on a utilisés dans le bâtiment étaient des matériaux issus du réemploi, de l'économie circulaire, de ressources locales. Nos stores étaient avec des toiles de montgolfière. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'on pu... Les isolants, on a récupéré des isolants sur un autre chantier qui était récent pour pouvoir... Et là, effectivement, on a réussi à économiser sur le bilan
de la rénovation 90 kg de CO2 par mètre carré. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'un bâtiment neuf, on est à peu près à 800 kg. Un bâtiment existant, là, je crois qu'on était entre 300 et 400 kg de CO2. Donc, c'était quasiment 20% lié justement avec des matériaux choisis, issus du réemploi. Et bien sûr, rien que le fait de rénover, restructurer, quand on garde plutôt que de démolir et reconstruire, on a tout intérêt... c'est du carbone aussi qui va être sauvegardé. Là, Maison des Canaux, c'était que du bureau en tertiaire. Pour le futur en bureau, oui, tout à fait. Mais là, j'ai une opération à Saint-Ouen sur la ZAC des Docks où on fait toute une façade avec de la brique de réemploi en neuf pour la résidence étudiante. Donc on peut aussi faire des choses très ambitieuses sur d'autres. Double, simple rang. On a fait un simple rang. Ah, mais à condition d'avoir les ressources. Pour que tu puisses faire le problème, c'est que le seuil 2031 de la RE 2020, en fait, il a été calé avec une grosse partie de réemploi. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de demandes. Regarde ce qui s'est passé sur les faux planchers. Il y a eu dans les programmes HQE, il y a eu une espèce d'engouement, de folie autour des planchers du réemploi parce que ça rapportait plein de points, dans le cadre de plus c'est moins, RE 2020 et compagnie. Tout le monde s'est jeté dessus, et après, maintenant, on n'a plus de ressources. C'est-à-dire qu'il faut commander 2 ans à l'avance. Et il y a 2 ans, on réussissait à avoir 25%. Et là, aujourd'hui, on nous a dit il n'y a plus de ressources, donc on ne peut plus vous fournir. Donc, oui, c'est sympa, mais il faut démolir pour pouvoir avoir de la ressource. Il faut déconstruire. Et justement... ouais. Ok, pour revenir sur dans la rénovation, peut-être que tu veux prendre... Ouais, la rénovation, c'est intéressant, mais c'est toujours contextualisé. Il n'y a pas de réponse unique pour décarboner la rénovation, je pense. Par contre, il y a des pistes de réflexion qui sont peut-être un peu généraliser les diagnostics de réemploi et pas négliger la phase de diagnostic qui nous permet quand même d'identifier des gisements parce que on peut aller les chercher ailleurs, mais souvent on a déjà des gisements in situ. Et puis aussi soutenir les filières de réemploi qui commencent à se structurer à l'échelle régionale et qui peuvent être un début de réponse à la décarbonation de la réhabilitation et du neuf aussi, d'ailleurs. Donc tu passes le micro juste pour dire, la réhabilitation, c'est du sur-mesure à chaque fois. C'est voir l'opération globalement, et quand je dis globalement, c'est aussi dans le temps. Et la décarbonation, ça commence par convaincre nos maîtres d'ouvrage d'investir en amont sur le diagnostic, la compréhension des enjeux, les différentes pistes qui puissent exister, une programmation qui tient vraiment la route. Voilà, c'est vraiment les convaincre d'investir dans notre intelligence. Ouais, et penser au système passif tel que la ventilation naturelle et utiliser la structure existante pour mettre d'autres structures plus efficaces, notamment au niveau de la performance des façades. On y va. Donc tout simplement, je voulais dire que l'opération dont parlait Nathalie tout à l'heure a été conduite en démarche bâtiment durable et elle est en ligne sur YouTube. Si vous me le permettez, si jamais la conférence est mise en ligne, ça serait intéressant d'avoir le lien dessous pour pouvoir... Parce que l'expérience ôte le doute et on comprend bien qu'il n'y a pas de solution, il n'y a que des solutions contextualisées à tous ces problèmes.